Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, l'étude de cas sur le Sahara. Donc la réponse à la question 2. Donc dans la question 2, on nous demande de montrer qu'il y a une multiplicité d'acteurs et on voit ici les différents drapeaux des firmes transnationales qui apparaissent dans les différents pays du Sahara. Donc on a la France avec Total en Libye, on a encore la France avec Areva au Niger. Areva, c'est le spécialiste de l'extraction d'uranium, le fournisseur de matières premières en fait d'EDF et de nos centrales nucléaires. On a en Algérie, on a l'Italie. On a aussi les États-Unis. Les États-Unis avec la société Exxon, plus connue en Europe sous le nom de Esso. On a, on a aussi les Russes avec Gazprom. Donc on a un grand nombre de firmes transnationales qui interagissent dans l'exploitation et l'extraction des matières premières en Sahara, dans le Sahara. On le voit aussi dans le document 2, on voit aussi qu'il y a des entreprises publiques, des sociétés d'État, notamment la société d'État en Algérie, qui peuvent aussi extraire les matières premières. Et justement, l'exemple est intéressant puisque dans la seconde partie de la question, on demande quel est le lien entre l'extraction des matières premières et le développement de la population. Est-ce que la population en profite? Et on le voit par exemple pour le cas de l'Algérie, où la part des hydrocarbures et des produits miniers représente la plus grande partie des exportations, 98%. L'accès à l'électricité, qui peut être un indicateur de développement, est aussi très élevé. Et donc, on peut voir que quand l'État décide d'exploiter ces matières premières, eh bien, le développement est peut-être assuré. Mais l'Algérie apparaît aussi comme une exception, parce que si on regarde les chiffres de la Mauritanie, du Niger ou du Soudan, où les hydrocarbures représentent une grande partie des exportations, eh bien on voit que l'accès à l'électricité par la population est très faible, inférieur à 30%. Et donc là, on est bien sur une économie extravertie, une économie de rente qui ne profite qu'à un faible pourcentage de la population ou, dans l'extrême, à des firmes transnationales. Il y a une seconde exception qui apparaît ici, c'est le cas de la Tunisie, en fait, qui elle dépend très peu pour ses exportations des hydrocarbures. Soit elle a développé un secteur industriel, soit elle a développé un secteur des services, mais aussi un secteur agricole, l'exportation de biens maraîchers. Et on le voit, la Tunisie a fait le choix aussi d'assurer un accès à l'électricité pour tous. Enfin, dernier aspect, l'agriculture irriguée. Ici, on a le puits et là, on a la rampe qui tourne et qui forme donc ces cercles d'irrigation, ces champs circulaires irrigués en plein désert. Mais ça nécessite forcément des investissements, un apport en capital et donc on ne va cultiver que des produits destinés à la vente et aux exportations. Et donc rarement satisfaire les besoins de la population. En regard, on a une agriculture vivrière, traditionnelle,
qui dépend d'oasis ou de puits naturels, enfin de puits faiblement mécanisés, et avec une agriculture où l'apport en capital est faible, mais où la productivité et la production sont faibles, et ne garantissant pas dans le temps euh, un apport alimentaire suffisant. Voilà, on le voit, l'exploitation des matières premières, qu'elles soient les hydrocarbures, les minerais, mais aussi l'eau fossilisée dans ces nappes phréatiques, ne garantissent pas un développement et une satisfaction des besoins de l'ensemble de la population du Sahara.